Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a effectué ce matin une mission à Dogandouchi où il a visité plusieurs réalisations du programme de renaissance, notamment la mare de Tabkinso, dont la table ronde de mobilisation de ressources s'est déroulée il y a quelques jours. À son arrivée, un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations de l'Arewa. Compte rendu Ousmane Abdou et Habib Bakou. Le président de la République, chef de l'État El Hadji Issoufou Mahamadou, en mission dans la région de Dosso, a été accueilli à Porte d'Eau, à l'entrée de la région par le gouverneur Seydou Zartaou Ali, puis salué par les responsables des forces de défense et de sécurité, le président du CESOC, le sultan, les chefs de canton, les préfets, les maires, les directeurs régionaux et la population sortie tout au long du parcours. Et à Kéché, où la délégation a été accueillie par le préfet du département de Douchi, Rissa Ahamoudou, les ministres, les membres des partis politiques. À tous les niveaux, le président de la République a marqué un arrêt pour saluer ces braves populations qui ont manifesté leur joie pour cette visite de El Hadji Issoufou Mahamadou à Douchi, où l'accueil a été exceptionnel. Toujours à Douchi, le président de la République, chef de l'État, a présidé ce matin un important meeting au niveau du terrain des Jeux du CG1 de Dogandouchi. Meeting au cours duquel Issoufou Mahamadou est largement revenu sur les réalisations dont a bénéficié la région de Dosso en général et le département de Douchi en particulier en 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance du Niger. La synthèse avec Sahabi Oumor. Nous y reviendrons dans quelques instants, quelques problèmes techniques. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a signé 2 décrets portant promotion au sein des forces armées nigériennes
Au terme du premier décret est promu au grade supérieur au titre de l'avancement normal l'officier des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er avril 2014, armée de l'air au grade de commandant, le capitaine Boubacar Amadou Tchousso, matricule OA-SM. Au terme du second décret est promu au grade supérieur au titre de l'avancement normal l'officier des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er avril 2014, armée de terre au grade de chef de bataillon, le capitaine Mahamadou Ango Mahamadou, matricule OA-SM. Audience ce matin à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a reçu en audience le secrétaire exécutif de la Commission européenne pour l'Afrique et secrétaire général adjoint de l'ONU, Carlos Lopez. Carlos Lopez a été également reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, sa déclaration à sa sortie d'audience. Je viens de voir Monsieur le Premier ministre, c'est la 4e fois que je le rencontre, c'est toujours un plaisir de le revoir. Et là, on était en train de discuter de la collaboration entre la CA, la Commission économique pour l'Afrique, et le Niger. Et on a passé en revue un certain nombre de points pour améliorer cette coopération, vu l'objectif que nous avons maintenant de donner beaucoup plus de poids à la question des statistiques dans le continent, vu aussi le fait que nous allons dans une période beaucoup plus importante de discussion sur l'avenir du continent avec l'agenda 2063. On a passé en revue les implications en termes d'activités concrètes dans le domaine de la planification. Le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a aussi reçu ce matin en audience le médiateur de la République du Bénin en visite de travail au Niger. Le sous-secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest, Carlos Lopez, est depuis hier en mission de travail dans notre pays. C'est dans ce cadre que ce matin, il a effectué une série de rencontres avec 3 membres du gouvernement. Nous vous proposons la substance de ces rencontres avec le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Amadou Boubacar Cissé. Je viens de voir le ministre Cissé, la planification et toute son équipe principale. Nous avons eu l'opportunité de discuter sur l'ensemble des activités du ministère concernant l'avenir du Niger, notamment les études prospectives et la possibilité d'engagement des services de la CA pour soutenir ces efforts. La CA a beaucoup insisté ces derniers temps sur la transformation structurelle. Nous définissons ça comme une possibilité qui est offerte aux pays africains pour mieux s'industrialiser et avoir une industrialisation inclusive. Nous sommes très impressionnés par le fait que le Niger a déjà commencé dans cette voie et nous voulons soutenir ces efforts à travers l'appui technique pour la planification et les statistiques en particulier, 2 domaines dans lesquels nous sommes spécialisés et qui vont permettre justement de mieux étoffer les efforts qui sont déjà en cours pour une planification prospective au Niger. Nous avons avec nos 2 partenaires stratégiques, l'Union africaine et la Banque africaine de développement, beaucoup insisté ces derniers temps sur le besoin d'avoir une vision de long terme pour l'ensemble des pays africains. Nous sommes tous engagés, les 3 institutions, dans l'élaboration d'un agenda pour 2063, l'Afrique que nous voulons dans 50 ans. Et au mois de juin, les chefs d'État à Malabo, dans leur sommet, vont approuver le document qui a été élaboré par ces 3 institutions. Dans le même sillage, nous voulons profiter de cet élan d'intérêt pour les études prospectives, pour appuyer les pays les uns après les autres dans leurs efforts nationaux de planification stratégique. Et justement au Niger, nous sommes en train, avec ces discussions que je viens d'avoir avec les autorités, mais plus particulièrement avec le ministère du Plan et le ministre Cissé,
de voir comment on peut aider ces efforts concrètement avec l'appui notamment dans ces domaines que je viens de référer, les statistiques et la planification. Il n'y a pas de décision qui a été prise sur la délocalisation. Il y avait un tas de discussions qui ont commencé et qui nous ont permis justement avec le gouvernement nigérian d'identifier un certain nombre de difficultés que nous avons eues notamment dans le domaine de la logistique. Et nous sommes en train de discuter comment pouvoir effectivement détailler les aspects techniques qui sont nécessaires pour la transformation des bureaux sous-régionaux de la CEA dans des centres de données sophistiqués qui ont besoin d'une bande passante assez importante et un certain nombre d'acquis technologiques qui ne sont pas nécessairement faciles si on n'a pas les conditions pour que ça puisse s'installer. Et c'est cette discussion qui est engagée et il faut trouver les moyens pour qu'on puisse, avec ces bureaux sous-régionaux, avoir tout l'équipement technologique nécessaire pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins de la CEA. Autant pour moi, c'était donc le secrétaire exécutif de la CEA au lieu du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Au terme de sa mission dans notre pays, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a tenu cet après-midi un point de presse à la Maison des Nations Unies. Carlos Lopez, en tirant le bilan de sa visite, s'est dit réjoui des avancées significatives enregistrées dans notre pays avant de réitérer l'engagement de la CEA à accompagner le Niger dans ses actions de développement. Nous sommes très intéressés de pouvoir augmenter, parce qu'on a déjà augmenté les relations avec les autorités nigériennes qui sont chargées de la planification en général et de la réflexion stratégique. Et nous estimons qu'avec l'expérience que nous avons accumulée d'études prospectives, et je vous ai signalé aussi le fait que avec l'Union africaine, nous sommes engagés sur l'agenda 2063, la vision de long terme pour l'Afrique. Il y a beaucoup de synergies qui sont possibles et nous pouvons apporter une contribution relativement importante sur les expériences d'autres pays africains dans le domaine des études prospectives pour pouvoir mieux affiner la réflexion ici au Niger sur l'avenir du pays. Et nous constatons avec beaucoup d'intérêt le fait que le Niger aussi a des ambitions industrielles. Ce qui vient de se passer avec la cimenterie, ce qui est en train de se passer avec les négociations avec Areva, sont des indications d'une volonté politique de pouvoir vraiment aller dans la direction de l'industrialisation aussi, de la valeur ajoutée. Donc nous ne pouvons qu'applaudir ces développements et donc d'apporter notre contribution. J'accompagne avec beaucoup de proximité les développements ici au Niger parce que c'est un pays qui non seulement nous a accueillis avec beaucoup de fraternité pendant toutes ces années, donc nous avons un bureau sous-régional ici, mais aussi parce que le président Issoufou est vu comme une personnalité influente dans la sous-région au vu de son parcours politique, mais aussi de sa contribution dans les discussions régionales importantes. Par exemple, le rôle qu'il joue actuellement dans la question de la zone monétaire ouest-africaine. Et donc, nous avons un dialogue qui est constant avec les autorités du Niger, et je me réjouis d'avoir encore eu l'opportunité, une fois de plus, de pouvoir discuter avec un peu plus de proximité, vu ma visite, un certain nombre de développements qui ont eu lieu au Niger au niveau économique et social. Nous sommes là pour continuer ce dialogue intense avec le Niger, qui est un pays qui aura vraiment des défis importants dans l'avenir, mais qui a aussi d'énormes potentialités. Et donc nous voyons avec beaucoup d'optimisme le transfert de la discussion que nous avons eue jusqu'à maintenant en Afrique, d'une discussion centrée sur l'aide au développement et de vouloir continuer à être pays moins avancés pour pouvoir bénéficier de l'aide, vers une discussion où les pays veulent, et le Niger aussi, être des pays émergents et des pays de classe moyenne. Donc c'est une discussion qui est très différente de celle qu'on aurait pu avoir il y a 10 ans.
À l'Assemblée nationale, les parlementaires ont repris les travaux en fin d'après-midi où les députés de la majorité étaient tous présents dans la salle. Quant à ceux de l'opposition, y compris le président de l'Assemblée nationale, ont déserté l'hémicycle. Pour plus de précisions, suivons l'honorable député Ben Omar Mohamed. Vous avez dû relever de vous-même que les députés de la majorité étaient là dans leur ensemble. Depuis hier, vous êtes témoins, comme nous, l'opinion publique nationale et internationale aussi, des atermoiements que nous avons vécus, que nous avons connus, depuis que l'arrêt est tombé le week-end dernier. Pour nous, c'est-à-dire à partir d'hier, tout devait aller comme sur des roulettes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu tellement de la gymnastique intellectuelle, il y a eu tellement des élucubrations par-ci par-là, des interprétations à tort et à travers. Nous sommes restés sereins parce que nous nous disons que à partir du moment où l'arrêt est suffisamment clair, beaucoup de choses tombent d'elles-mêmes. Et nous avons laissé faire, si vous avez constaté, tous nos députés étaient dans la salle. Nous n'avons même pas voulu à un moment donné intervenir pour quoi que ce soit. Et vous avez constaté, la direction des débats a joué, comme tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a déclaré, vraiment au dilatoire. Il y a eu tellement de manœuvres dilatoires que les uns et les autres se sont rendus compte de la gravité de la situation que nous vivons. Et mieux, le président de l'Assemblée nationale a fait maintenant, cette fois-ci, le lien avec le problème de sa sécurité rapprochée qui a été muté et en contrepartie, une autre équipe est arrivée. Et vous avez entendu tout ce qui a été dit autour de cette question par les députés, en tout cas de son bord politique. Ce matin, il a reçu les présidents des groupes parlementaires, depuis hier d'ailleurs, c'est avec eux les principaux interlocuteurs. Pour nous, on aboutira à une sortie, une alternative de sortie de crise. Les présidents de groupe ont fait un certain nombre de propositions. On est allé ce matin jusqu'à faire un certain nombre de propositions à nos présidents de groupe, les 5 qu'il a reçus. Nous, en tout cas, en tant que députés de la majorité, nous avons demandé à nos 3 présidents de groupe, accompagnés de 2 autres, d'aller rencontrer qui de droit, notamment les autorités de l'exécutif, parce que la sécurité, ça relève de l'exécutif, ça ne relève pas des députés, ça ne relève pas de l'Assemblée nationale. Quelle que soit notre bonne volonté, nous ne détenons pas la clé de la solution. La solution est ailleurs. Et nous avons entrepris un certain nombre de démarches pour que les autorités de l'exécutif voient dans quelle mesure nous pouvons vraiment débloquer cette situation. Également, il nous a demandé, au président de groupe, par rapport à la candidature du 2e vice-président tel que proposé par l'ARN, là aussi nous avons fait des propositions alternatives de sortie de crise à nos présidents de groupe, et propositions qui lui a été faites, il a dit d'accord. Et vous avez vu, nous avons dit à nos camarades de revenir à 16h30, pour nous, on devait passer directement au vote, élire le 2e vice-président, élire le 3e vice-président, installer le bureau de l'Assemblée nationale, ensuite, maintenant, aller dans notre travail quotidien qui est le propre d'une Assemblée. Malheureusement, vous avez dû le constater, les députés ne sont pas là de l'opposition, mais également le président de l'Assemblée nationale qui systématiquement s'est réfugié dans son bureau et il a dit au président du groupe que tant que le problème de sa sécurité n'est pas réglé, il ne mettra pas pied dans l'hémicycle. Ça veut dire que manifestement il y a blocage. Et face à ce blocage, nous voulons prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour que les gens sachent quels sont les efforts que nous sommes en train de consentir depuis un certain nombre de jours, et mieux encore, depuis hier. L'arrêt est tombé, c'est une décision de justice, c'est une décision qui s'impose à tous. Malheureusement, on n'a pas bougé d'un iota. C'est très dommage pour la République, c'est très dommage pour l'État de droit, c'est très dommage pour la démocratie. Le gouverneur de la région de Difa a animé cet après-midi un point de presse relatif à une attaque à main armée qui a eu lieu ce matin dans un village de la commune de Chetimari. La victime a été dépouillée de ses biens et la poursuite organisée par les forces de défense et de sécurité leur a permis de mettre la main sur 2 assaillants et plusieurs de leurs présumés complices. Le gouverneur de Difa, Yacouba Soumana Kao. Ce jour, mardi 6 mai 2014, les patrouilles départementales et urbaines du département de Difa ont été saisies par les populations de la commune rurale de Chetimari qu'une attaque à main armée a été perpétrée à Kouboulé vers 7 h du matin.
la victime a été dépouillée de ses biens. Il s'agit d'une moto, un appareil cellulaire et 71 000 naira. Aussitôt, la poursuite est engagée par les forces de défense et de sécurité. 2 assaillants ont été pris et une arme AK-47. Au retour, les forces de défense et de sécurité sont tombées dans une embuscade des éléments présumés Boko Haram. À l'issue d'un combat acharné, des renforts ont été envoyés. Au total, 16 véhicules et les assaillants ont pu passer de l'autre côté de la frontière. Le bilan est le suivant. Du côté des forces de défense et de sécurité, on ne déplore aucun blessé, mais le véhicule de la police a été criblé de balles. Du côté des assaillants, 2 blessés par balle, dont un admis au CHR de Difa, 2 assaillants arrêtés sur le théâtre des opérations et un autre arrêté à Difa à travers ses appels téléphoniques. 8 personnes suspectes dans les mains de la police, 8 motos saisies sur le terrain des opérations, 5 appareils cellulaires et une puce RTL. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction au nom du président de la République, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, et du gouvernement de la 7e République, et à mon nom personnel. Je demande une fois de plus aux populations à beaucoup plus de collaboration. Aussi, nous mettrons fin aux fausses informations données à dessein. Je vous remercie. Les travaux du chemin de fer Cotonou-Niamey ont démarré avec beaucoup de progrès. Les techniciens du groupe Bolloré, avec le concours des Nigériens, sont à pied d'œuvre dans le fixage des rails. Reportage Moussa Hamani et Sani Issouf. Depuis le lancement le 7 avril dernier à Niamey du chemin de fer Cotonou-Niamey par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou et son homologue du Bénin Yahi Boni, les travaux proprement dit ont déjà démarré. Ils sont exécutés par les techniciens du groupe Bolloré, ceux du Niger ainsi que de nombreux autres ouvriers nigériens. Des travaux de fixage de rails menés avec beaucoup d'ingéniosité et d'expérience. Nous sommes arrivés au Niger le samedi à 18h. Et le dimanche matin à 6h, on était en chantier. Nous sommes largement en train de nous donner corps et âme pour qu'on atteigne les objectifs du peuple. On a l'obligation qu'on fasse le plus loin que possible et bien. Et nous croyons, comme vous dites ici, Inch'Allah, que nous y arriverons. Avec la détermination de ces techniciens qualifiés et expérimentés, cet ouvrage avance avec beaucoup de progrès et d'efficacité dans l'espoir d'être livré dans les meilleurs délais. La ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, a animé un point de presse sur la situation scolaire à Niamey. Elle a rappelé les efforts importants consentis depuis 3 ans en faveur de l'enseignement secondaire et a déploré les remous constatés ces dernières semaines avant d'appeler tous les acteurs à la sérénité. La ministre Betty Aïchatou Habibou Oumani. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, plus spécifiquement les résultats obtenus durant ces 3 dernières années se déclinent comme suit. Dans le domaine des infrastructures scolaires, 807 salles de classe construites et réceptionnées, comparativement à 3000 classes construites au niveau de l'enseignement primaire dans les 10 ans du précédent gouvernement. 974 salles de classe en cours de construction, toujours au niveau du secondaire, plus de 4000 tables bancs confectionnées, 5000 tables bancs mises à disposition au niveau de Niamey et bien d'autres tables qui sont en voie de réfection au niveau des autres régions. 25 blocs de latrines, 13 bibliothèques construites, 6 murs de clôture et 10 blocs administratifs construits. Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures dégradées, il s'agit de 324 salles de classe, 10 blocs administratifs, 6 bibliothèques, 30 latrines et plus de 6000 tables bancs réparées. Dans le domaine de l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, 55 conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire ont été formés ou sont en cours de formation à l'ENES. Reprise de la formation des professeurs de collège
à l'école normale supérieure de Niamey après 17 années d'interruption qui a permis la sortie de la première promotion de 142 professeurs en 2013 et de la deuxième promotion de 233 professeurs la semaine prochaine. 1349 enseignants contractuels et appelés des services civiques nationaux sans formation initiale ont été formés. 2607 enseignants formés en didactique de l'enseignement à travers les unités pédagogiques. 4 108 060 unités de fournitures scolaires et de matériel collectif acquis. 115 800 manuels divers du secondaire acquis, dont 72 000 manuels d'arabe, 75 000 manuels de mathématiques de niveau 4e et 3e, 32 véhicules 4x4 ont été acquis également et mis à la disposition des structures d'encadrement. Il s'agit des directions régionales et des directions départementales des enseignements secondaires. 68 cantines scolaires créées dans le but de maintenir les élèves des zones nomades et rurales et déshéritées. Pour que tous ces sacrifices soient rentabilisés et que les objectifs soient atteints, il est indispensable que les communautés s'approprient l'école. C'est pour cela que je vais terminer mon propos liminaire avec un appel aux élèves de la région de Niamey et à leurs parents pour que la sérénité revienne à l'école. Les élèves ont tout intérêt à se concentrer sur leurs études en cette fin d'année scolaire au lieu de céder aux tentations que leur proposent certaines personnes dont les motivations tranchent avec l'esprit républicain. Je renouvelle enfin mes engagements aux enseignants pour accompagner les élèves en cette fin d'année scolaire pour que les sacrifices des uns et des autres ne soient pas vains. Le ministre de l'Élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, a effectué une mission de travail en République fédérale du Tchad où il a assisté à une cérémonie d'intronisation. La synthèse avec Abdraman Boukari et Abdraman Maz. Cette cérémonie qui consacre ainsi l'intronisation du tout premier chef à 2 cantons de Koula-Koula, l'honorable Abakar Hassan Hassaballah, c'est dans la sous-préfecture de Rigrig, en République du Tchad, intervenu samedi dernier, s'est déroulé sous la présence du gouverneur de la région du Kanem. À cette cérémonie festive, grandiose et riche en couleurs, outre la présence de nombreuses hautes personnalités et notabilités tchadiennes, on notait également celle d'une forte délégation nigérienne conduite par le ministre de l'Élevage, M. Mohamed El Hadj Ousmane, qui était en compagnie du gouverneur de la région de Difa, M. Yakoubou Soumane Gao, venu pour, d'une part, magnifier une fois de plus l'excellence des relations, des liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent le Niger et le Tchad, 2 peuples frères dont leur histoire tire ses racines du même socle, et d'autre part, mettre ce déplacement à profit pour discuter et échanger d'un certain nombre de sujets du moment, notamment la sensibilisation et la facilitation de la transhumance extraterritoriale au Tchad. Ainsi donc, dans la série d'allocutions prononcées à cette occasion, outre celle du président du comité d'organisation de cette cérémonie et celle du sous-préfet de Rigrig, qui tous ont exprimé toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à la délégation nigérienne pour cette visite qui dénote si besoin est de l'excellence de la coopération bilatérale entre le Niger et le Tchad. L'on retiendra également celle du préfet du Nord Kanem, qui, dans son discours d'installation officielle du chef à 2 cantons de Koula-Koula, a d'abord rappelé à l'honorable Abakar Hassan Hassaballah la mission qui lui est confiée avant de s'appuyer sur le sens qui doit désormais le guider dans l'exercice de ses fonctions, et ce pour l'intérêt du Tchad en général